pour les gros mangeurs. Découvrez le vélo de montagne en compagnie d'un champion. Et dansez le step avec les dieux du rythme. Salut, ici Nancy Ferron. Bienvenue au Petit Journal en ce dimanche 9 juillet 1995. Avez-vous déjà eu tellement faim que vous auriez pu manger une omelette grande comme votre salon? Eh bien, à Granby, les gens qui avaient faim n'ont pas eu l'estomac dans les talons longtemps. Imaginez-vous que depuis 8 ans, à chaque année, on y cuisine une omelette gigantesque faite de milliers d'œufs, de kilos d'échalotes et de plusieurs litres d'huile. De quoi rassasier une armée d'affamés. C'est ou juste la confrérie de l'omelette géante? La confrérie de l'omelette géante, c'est un regroupement de personnes qui parlent français, première chose, et deuxièmement, qui aiment s'amuser. Et puis, notre omelette que nous allons cuire tout à l'heure, c'est que le prétexte pour tous nous retrouver. Donc, il n'y a pas seulement à Granby qu'il y a une omelette géante? Non, il y en a 5 dans le monde. Il y en a une ici à Granby, il y en a une en Nouvelle-Calédonie à Dombéa, il y en a 2 en France, c'est-à-dire à Fréjus et l'autre à Bessières. Bessières qui est la maison mère, si je puis dire. Et l'autre, c'est près de Lafayette, à Abbeville, en Louisiane. Moi, je suis en charge de ce qu'on appelle le protocole chez nous. C'est une confrérie, donc un petit peu de protocole, et puis je m'en occupe. Ça prend combien d'œufs pour faire une omelette comme ça? Ça dépend de l'omelette qu'on veut faire. Voyez-vous, ici, la première année, on en a mis 3000. Cette année, on va tourner autour de 5000. À 5000, on s'attend à nourrir quoi? 2500, 3000 personnes. C'est de petites portions qu'on donne quand même parce qu'on en veut pour tout le monde. Tes commentaires sur l'omelette, est-ce qu'elle est bonne? Oui, super bonne. Je suis pas mal flyé, c'est la première fois que je vois ça. Est-ce que je peux avoir tes commentaires sur l'omelette? C'est bon. C'est très bon? Oui. C'est la meilleure omelette. C'est ça, la meilleure. Elle est bonne. Est-ce que ça prend des qualités spéciales ou il y a des qualités requises qu'il faut pour entrer dans la confrérie? Il y en a 2 bonnes qualités. Il faut être francophone et aimer avoir une qualité amicale et surtout ne pas être prétentieux du tout parce que du moment qu'on se met à être prétentieux, vous savez, on ne peut pas aller faire cuire cette omelette. Donc, il faut aimer s'amuser. Oui, c'est la très grande qualité, aimer s'amuser. Pour Dali Sans Chagrin, notre chroniqueur mode, les tam-tams du Mont-Royal sont une véritable source d'inspiration et de renseignements sur les nouvelles tendances et les grands courants. Elle s'est rendue à une de ces séances qui ont lieu tous les dimanches au pied de la statue Jeanne-Mance. Et Dali a appris que cet été, il y avait 2 grandes tendances mode bien définies. Le rave, dont on vous a déjà parlé, et le hippie. L'une plutôt techno et l'autre plutôt mollo. Tout le monde connaît les tam-tams de la montagne, mais saviez-vous qu'ici, on peut découvrir plein de tendances mode? Allons voir qu'est-ce que l'été 95 nous a préparé. Vous êtes quel style, vous? Nous autres, on est des ravers. Ben, raver aussi, là. Raver. Raver? Ouais. T'as pas le goût d'avoir l'air adulte? Non, pas encore. Je veux pas vieillir. Et toi, t'as pas envie d'avoir l'air plus vieux que ton âge? Non. Faut que j'aie de l'air plus jeune possible. Tu sais, j'ai 18 ans, mais le monde pense que j'en ai 16. Mais en tout cas, il y a du monde qui pensait que j'avais 16. Fait que c'est cool dans ce temps-là. Plus qu'ils me rajeunissent, plus j'aime ça. C'est quoi le trip de te promener avec un toutou, là, genre? C'est... Je peux pas me séparer de lui. C'est une plaque de calculatrice. Ça ici? Ouais. Puis c'est toi qui l'as fait, c'est toi qui l'as patenté? Ben, c'est moi qui ai démonté ma calculatrice, ouais. Puis aimez-vous ça, votre look? Ça fait un peu rave. Je trouve ça... Ben, les couleurs sont... Ouais, ça aurait pu être un peu mieux, mais on va s'habituer avec ça. Mon style, c'est le style plutôt hippie.
Mes parents, ils en portaient aussi quand ils étaient plus jeunes, là, des fois. Là. C'est pour ça que j'adore ça, ce linge-là. Je trouve ça très beau. Là. J'aime les fleurs, j'aime la vie. C'est ça, c'est comme la renaissance des années 60. Là. Je trouve ça le fun que ça soit revenu, ce style-là. Là. Votre linge, vous trouvez ça où? Dans les friperies ici, là, puis tu peux trouver ça n'importe où. C'est dans les sols d'église, il y a des ventes de garage, puis tout ça, des affaires de même. Des fois, c'est cher, des fois, c'est pas cher, mais c'est beau, c'est le fun. Il y a quelque temps se tenait à la Ronde un mondial très spécial, un mondial de billes. C'était la première fois au Canada qu'avait lieu un championnat de billes d'une telle envergure. Et le gagnant, qu'il ait 10 ou 70 ans, aura la chance de s'envoler pour la France pour la finale. Et vous allez voir, ce qui est très impressionnant dans un tel championnat, c'est le parcours de sable que doivent emprunter les billes. Le Mondial Billes a été créé il y a 14 ans maintenant. C'est une manifestation qui a évolué et qui aujourd'hui sillonne quelques 12 à 13 pays. On a des circuits qui sont dessinés sur du sable, qui évoluent au fur et à mesure de la compétition. Et je vous dis, on va par un processus d'éliminatoire jusqu'à des finales nationales tout d'abord. Il y aura demain une finale du Canada et puis ensuite il y a une finale internationale qui se déroule en France. Si on fait une étude au niveau mondial, notamment dans les pays d'Afrique, là il y a beaucoup de jeunes qui jouent, donc ce sont majoritairement les jeunes. Par contre, chez les adultes, on a beaucoup de surprises. L'année dernière, par exemple, en finale mondiale, on s'est retrouvé avec 2 ingénieurs, un médecin, un banquier. On avait des gens dont on ne pouvait pas soupçonner en temps normal qu'ils auraient pratiqué le jeu de billes. Combien de temps ça prend de faire un parcours en sable comme ça? Il a fallu déplacer une quantité de sable très importante pour faire la montagne qui se trouve derrière moi. Il a fallu ensuite commencer à tracer le circuit, à mettre les décorations et tout ceci donc tient dans 7 à 8 heures de travail. On s'inspire principalement du Tour de France, c'est-à-dire du fameux Tour de France cycliste qui se déroule en France au mois de juillet. Il y a donc des montagnes, il y a des droits sans bord, il y a des ponts, il y a des tunnels. Chaque bille que vous avez là est marquée sur le circuit avec une petite figurine représentant un cycliste. On fait participer aussi bien les adultes que les jeunes en même temps, ce qui fait qu'on a eu des champions du monde qui avaient 11 ans et d'autres qui avaient 50 ans. Jean-François, t'es le premier gagnant de la journée. Qu'est-ce que ça te fait? C'est le fun. J'aimerais ça gagner pour aller là-bas, là, en France. Est-ce que tu avais déjà joué, toi, au billes? Oui, mais pas comme ça. C'était original, c'était différent, c'était le fun. Le parcours est bien le fun tout le long. Les montées sont difficiles, et puis c'est le fun. Après la pause, on s'intéresse aux origines du hockey. Communiqué spécial. L'Aubainerie ferme tous ses magasins lundi le 10 juillet afin de préparer l'incroyable vente de fin de saison débutant mardi le 11 juillet. Soyez prêts. On vous attend à l'Aubainerie. Sainte-Thérèse Auto et Boisvert-Pontiac Buick vous invitent à la 10e grande vente annuelle de produits GM, juste à côté de l'usine GM à Boisbriand. Des prix exceptionnels, incluant les frais de transport. On acceptera de faire l'échange et le financement sur place. Et vous repartirez au volant d'une Pontiac, Buick, Chevrolet, Géo, Osmobile, Cadillac ou une camionnette GM. 4 jours seulement, les 10, 11, 12 et 13 juillet, c'est la 10e grande vente de produits GM, juste à côté de l'usine GM à Boisbriand. Bienvenue à tous. Communiqué spécial. L'Aubainerie ferme tous ses magasins lundi le 10 juillet afin de préparer l'incroyable vente de fin de saison débutant mardi le 11 juillet. Soyez prêts. On vous attend à l'Aubainerie. Dans notre chronique où nous répondons à vos questions, nous nous intéressons cette semaine aux origines de notre sport national, le hockey. OK, bonjour. Je m'appelle Kian Tran. J'aimerais savoir qui a inventé le hockey. Au tout début,
Kian, on s'est dit que ta question était très facile à répondre. Mais quand on a fouillé un petit peu plus loin, on s'est rendu compte que c'était pas évident du tout de savoir qui avait vraiment inventé le hockey. Alors, on s'est dit pourquoi ne pas aller voir un spécialiste, quelqu'un qui connaît bien mieux que ça que moi, Roland Mayette, notre collègue au sport. Salut Roland! Salut Nancy! C'est vrai que ma question n'est pas facile, hein? C'est difficile de savoir qui a inventé vraiment le hockey. C'est une très, très bonne question. Je dois dire que le jeu du hockey a possiblement deux origines. Il y en a qui prétendent que ça a débuté en Égypte ou en Perse il y a plus de 2000 ans. Il y en a d'autres qui disent que ce sont les Gaulois qui pratiquaient un jeu qu'on appelait déjà le gouret. Ça, c'est un mot qu'on connaît. Ça, c'était les origines très, très anciennes, mais il doit y avoir des origines aussi en Amérique du Nord. Il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites là-dessus, Nancy. On prétend qu'il y aurait 4 hypothèses actuellement. La première hypothèse, ce serait les Hurons qui jouaient au 17e siècle un jeu sur la neige avec une balle et une crosse. Mais l'hypothèse que l'on dit la plus certaine pour ce qui est du premier match de hockey, on parle encore une fois de Montréal, cette fois on parle de 1875, c'était plus précisément le 3 mars 1875. C'est d'ailleurs un match qui a été rapporté dans un quotidien anglophone de Gazette au lendemain de l'affrontement. On parle de bâton de hockey, littéralement, et d'un bloc de bois comme rondelle. Il y avait 9 joueurs par équipe et l'un de ces joueurs, l'un des capitaines des deux équipes, était un monsieur Creighton, que l'on a même baptisé le père du hockey sur glace. Les premiers Canadiens français, comme on les appelait beaucoup à l'époque, à avoir joué du hockey, étaient surtout des étudiants. Ça a débuté surtout dans des collèges, le collège Sainte-Marie, entre autres, à l'époque. Et la toute première équipe de Canadiens français, professionnelle, s'appelait le National. Et ça a été créé en 1903. Et on en est venu à la Ligue nationale de hockey telle qu'on la connaît aujourd'hui et évidemment avec le Canadien de Montréal qui a été fondé en 1909 par un monsieur Ambrose O'Brien. Mais monsieur O'Brien, lui, avait maintenu cette idée d'avoir une équipe entièrement composée de Canadiens français et c'était le Canadien de Montréal. Mais le Canadien de Montréal n'était pas la seule équipe à Montréal dite professionnelle. Il y avait également les Maroons de Montréal qui, eux, était composée, cette équipe-là était composée d'anglophones. Et évidemment, pas besoin de vous dire qu'il y avait une immense rivalité, presque aussi forte que la rivalité qu'on a connue au cours des dernières années entre le Canadien et les Nordiques. Il est rare de voir un musée et un club de hockey professionnel s'associer. C'est pourtant ce qui se passe à Montréal parce qu'on prépare une très grosse exposition sur l'histoire du hockey qui sera présentée l'année prochaine. Le Musée McCord d'histoire canadienne et le Club de hockey canadien sont à la recherche d'objets historiques pour une exposition sur l'histoire du hockey à Montréal. Cette exposition, présentée en mars prochain, coïncidera avec l'inauguration du nouveau forum. Les amateurs de sport sont invités à chercher dans leur grenier des objets significatifs qui illustrent l'histoire du hockey. Les vieux chandails, bâtons, patins, programmes, trophées, photos et souvenirs, tout ça intéresse le musée McCord qui vous les empruntera pour la durée de l'exposition. Et en ce début de vacances, dites-nous donc, quels sont vos sports préférés? Moi, le sport que j'aime le plus faire l'été, c'est la nage. Parce que, tu sais, quand il fait chaud, c'est pratique de pouvoir se rafraîchir. Moi, c'est le soccer, parce que c'est le fun, puis parce que j'aime ça. Puis que mes amis, ils jouent au soccer, puis tu sais, j'aime ça l'été parce que c'est amusant. Moi, mon sport préféré, c'est le baseball, parce que ma mère aime beaucoup ça, puis moi aussi j'aime ça, fait qu'on est un peu pareil, puis j'aime ça. Des fois, on joue ensemble dans les parcs. Le soccer, parce que mon père, il a fait 12 ans de soccer, puis c'est comme mon entraîneur privé. Puis il est super bon, puis moi, j'aime ça jouer au soccer. Moi, mon sport préféré, c'est la nage, parce que l'été, comme la fin de semaine, la plupart du temps, je m'en vais chez mon père, puis on va faire du bateau, puis il faut que je sache bien nager. Le sport que j'aime le plus pratiquer l'été, c'est le soccer, parce que je suis dans une équipe de soccer pour Outremont, et c'est mon sport préféré. J'aime ça jouer au soccer.
Comme on vient de le voir, le soccer a vraiment la cote cet été et c'est facile à comprendre parce que le soccer est un sport peu coûteux à pratiquer. Tout ce que ça prend, c'est un ballon et quelques joueurs pour former les équipes. On pense qu'il y a environ 280 000 joueurs de soccer au Québec et Julie de Relais a rencontré quelques mordus lors d'un concours provincial où les habiletés techniques étaient mises à l'épreuve. Le soccer est le sport le plus pratiqué au monde. L'ennui, c'est que son nom change selon l'endroit où on se trouve dans le monde. En Europe, on parle de football, mais en Amérique, on parle de soccer parce qu'on pourrait confondre avec le football américain. Le mot soccer, c'est un mot qui voudrait dire à l'origine chaussette en anglais. Et ça a été utilisé ici en Amérique du Nord parce que le football américain avait pris énormément de place. Ils sont une quarantaine à développer leurs habiletés techniques à l'école de soccer d'Outremont. L'adresse est essentielle pour performer au soccer. On fait des tirs, en fait, c'est tous les exercices qu'on retrouve lorsqu'on fait un match. C'est des remises en situation de match, mais en exercice. Il faut kicker la balle dans les coins, là, mais en dessous de la ligne, avec la partie, pas l'intérieur du pied, mais par-dessus. Cette façon-là de frapper le ballon avec le dessus du pied, est-ce que c'est une façon qui est utilisée beaucoup en soccer? Pour compter les buts, comme quand tu es proche, pour la puissance. Qu'est-ce que ça demande comme talent pour être bon là-dedans? Faut courir vite. Faut avoir aussi les yeux un peu tout le tour de la tête. C'est ça, on appelle la jonglerie de tête. C'est vraiment le moins évident à faire. Pas besoin d'aspirine après? Pour moi, non, mais pour eux, jusqu'à présent, ça va. Ils sentent que c'est bon. Les courses de vélo ont beaucoup changé depuis l'apparition du vélo de montagne. Dans les descentes, les vélos font un peu penser au motocross. Pour ces courses, on utilise souvent les pentes de ski durant l'été. Et nous avons rencontré un champion de course en descente de vélo de montagne, François Soucy. Pas n'importe quel vélo qu'on prend pour faire de la course. On pourrait, sauf que la mécanique, je pense qu'elle ne tiendrait pas le coup. En descente, idéalement, maintenant, il faut avoir des suspensions en arrière, comme on peut voir, et en avant. Beaucoup plus confortable et beaucoup plus stable. Et au niveau des freinages également, il faut avoir un très bon freinage. Maintenant, il y a des freins hydrauliques, comme on peut voir ici. C'est un vélo qui peut valoir combien? Entre 4 et 5 000 $. Au Québec, il y a des parcours qu'on peut atteindre 90 km/h environ. Mais en moyenne, c'est des courses qui se font entre 35 et 45 km/h de moyenne. Au niveau de la forme physique, la descente, c'est beaucoup d'explosion des muscles. C'est beaucoup d'un sprint. Ça dure pas plus que entre 4 et 6 minutes un parcours habituel de descente au Québec. C'est un entraînement qui consiste, je pense, à être souvent sur son vélo, être assis sur son vélo, à avoir un bon contrôle, se sentir à l'aise sur deux roues. Des fois, ça peut être dangereux, mais quand même, on y va selon nos limites. Et avec les suspensions, les roches, on descend presque pas. La course de descente en vélo de montagne se pratique sur des terrains très accidentés. Il y a des pierres, il y a des racines qui jonchent le sol. C'est donc très important pour le coureur de bien étudier son parcours avant la course. En compétition, on peut quand même, quelques jours à l'avance, on peut étudier le parcours, le voir, le visionner, le faire à pied, en vélo. On peut bien voir toutes les petites particularités du parcours. Mais la descente en vélo de montagne pour François, c'est bien plus que de la compétition. C'est un plaisir, hein? Je viens euphorique un peu, c'est un feeling, c'est un très bon feeling. Je pense à aller plus vite, à me dépasser, à aller à l'extrémité, aller à l'extrême du dérapage, à garder le contrôle, atteindre des sensations fortes, je pense. Parlons maintenant d'une autre forme de sport. C'est une danse très, très originale qui s'inspire beaucoup des danses africaines. Et notre chroniqueur, Mbelou Kayembe, a rencontré la troupe Les Dieux du rythme pour nous en parler. Dans leur spectacle, les danseurs nous racontent une espèce de légende où eux-mêmes sont des dieux qui répondent à la demande d'un vieillard en ramenant sur Terre le rythme. Here comes a brand new stepping in your ear.
le step, c'est comme un mélange, c'est de la musique, mais fait avec des mouvements comme rythmiques, OK? Mouvements de battement des bras, tapement des pieds. C'est tout un mouvement, ça fait un beat. Si tu t'assois, à un moment donné, tu écoutes un step, tu vas entendre un beat, ça va sortir comme une sorte de musique. C'est des mouvements africains, comme dans le temps, les Africains, ils ont toujours des mouvements très, très originaux. Donc, ces mouvements-là ont été comme américanisés par les Américains. Ils ont été prendre les Américains noirs, ils ont été prendre ces mouvements-là. Ils ont fait comme, au lieu de faire avec leur musique, d'habitude les Africains, ils n'ont pas d'instruments à part les tambours. Donc, ils ont décidé de faire ça avec leur corps. On a certaines mises en scène comme on attaque les problèmes comme la non-violence, la drogue. On attaque aussi le racisme. On a une chorégraphie comme pour septembre qui est typiquement roots, c'est-à-dire les racines directement d'Afrique, tout ça. Let your backbone slide. Comme ça? Ouais. OK. Tu vas frapper l'autre jambe, ça fait. OK. C'est ça? Ouais! Wow! 6, 7, 8. Give it up, give it up! 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 Au retour, apprenez tout sur le travail des chiens pisteurs. Vous désirez sortir du chômage et réussir votre